lecture de Strabon, ambassade indienne envoyée par Poros à Auguste. Nicolas eut la chance de rencontrer à Antioche près de Daphné les ambassadeurs indiens envoyés à César Auguste. La lettre mentionnait clairement plus de 3 ambassadeurs, mais seuls 3 avaient survécu. Il dit qu'il les avait vus. Mais les autres, surtout en raison de la longueur du voyage, étaient morts. La lettre était écrite en grec sur une peau, et à l'évidence, Poros l'avait écrite lui-même. Bien qu'il ait été le maître de 600 rois, il s'inquiétait d'être l'ami de César et était disposé non seulement à lui autoriser le passage à travers son pays où qu'il souhaita aller, mais aussi à coopérer avec lui en toutes choses honorables. Nicolas écrit que tel était le contenu de la lettre à César, et que les cadeaux apportés à César étaient présentés par 8 serviteurs nus, portant seulement un pagne court, périzoma, aspergé de parfum. Les cadeaux consistaient en un Hermès, un homme né sans bras, que j'ai moi-même, Strabon, vu, et de grandes vipères, un serpent long de 10 coudées, une tortue de rivière longue de 3 coudées, une perdrix plus grosse qu'un vautour. Et ils étaient accompagnés par un homme qui s'immola par le feu à Athènes. Tandis que certains se suicident ainsi pour échapper à la maladie, d'autres agissent de même quand tout va bien, comme c'était le cas de cet homme. Car, ajoute-t-il Nicolas, bien que tout allât bien pour cet homme jusque-là, il pensait qu'il lui fallait quitter la vie, de peur que quelque chose de fâcheux ne lui arrivât s'il tardait. Il bondit donc dans le feu en souriant, le corps nu oint et parfumé, portant seulement un périzoma. Et l'on écrivit sur sa tombe « Ici repose Armanokégas, un Indien de Barigaza, qui a acquis par lui-même l'immortalité selon la coutume des Indiens. » Je vous ai lu le récit de Strabon sur l'ambassade indienne envoyée par Poros, Porava, à Auguste en 13 après Jésus-Christ. Ambassade que Nicolas de Damas a rencontrée à Antioche de Syrie. Vous avez ici la statue d'Auguste, musée du Louvre, tête du premier quart du 1er siècle après Jésus-Christ. Première moitié du 2e siècle après Jésus-Christ pour le corps. Ce témoignage est un rare témoignage direct sur l'une de ces ambassades par un témoin cultivé. Un récit haut en couleur. Le suicide public a particulièrement marqué les spectateurs et marquera probablement de même les lecteurs de Strabon. Strabon, né vers 64 avant Jésus-Christ et mort vers 25 après Jésus-Christ, est originaire d'Amasia, cité du Pont en Asie mineure, région qui borde le sud-ouest de la mer Noire. Il est l'auteur d'une géographie de l'ensemble du monde connu. Les élites grecques et romaines éprouvaient une vraie curiosité pour les mondes extérieurs, curiosité qui semble culminer au 1er siècle après Jésus-Christ. Je vais vous parler aujourd'hui des relations des mondes grecs et romains avec l'Inde dans l'Antiquité. Malgré leur éloignement, la Méditerranée et la péninsule indienne ont entretenu des relations directes et continues pendant toute l'Antiquité. Relations de toute nature, économiques, mais aussi diplomatiques et artistiques. Les relations entre la Méditerranée et la Chine sont beaucoup plus ténues et indirectes, même si la Chine a une bonne connaissance de Rome. L'Inde a toujours été présente dans l'imaginaire grec. Le pays tient une place de choix dans la mythologie. Selon Strabon, Héraclès aurait échoué 3 fois à s'emparer d'un nid d'aigle nommé Aornos, qu'Alexandre réussit plus tard à prendre d'assaut. Dionysos, quant à lui, aurait passé 3 années entières en Inde et rapporté de ce pays un butin considérable. Du côté terrestre, on sait que du poivre parvient à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais cette présence n'implique pas nécessairement des contacts directs entre les deux mondes. Le médecin Ctésias de Cnide, qui avait séjourné à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ à la cour du roi de Perse, publia
une description de l'Inde à son retour en territoire grec au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. La vallée de l'Indus, aux confins de l'Empire perse, passait pour l'extrémité orientale du monde habité. Ce pays, à la nature extravagante, peuplé d'hommes monstrueux mais justes et d'animaux hybrides et dangereux, recélait des produits étranges, rares et précieux. On rencontrera toujours ce curieux mélange de légendes incroyables et d'observations justes chez les auteurs grecs et romains. Ctésias a écrit sur l'Inde sans la visiter. Il a interrogé ceux qui y sont allés. En réalité, les contacts directs entre Grecs et Indiens ne commencent de façon certaine qu'avec l'épopée d'Alexandre le Grand, 356-323 avant Jésus-Christ. Vous avez ici la mosaïque d'Alexandre le Grand, découverte à Pompéi, fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, d'après une peinture du IIIe siècle avant Jésus-Christ. En 336 avant Jésus-Christ, ce dernier devient roi de Macédoine suite à l'assassinat de son père Philippe II. En 334 avant Jésus-Christ, il marche contre les Perses. Les victoires s'enchaînent. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre affronte le roi de Perse Darius III à Gaugamélès. Le Macédonien l'emporte. Darius doit fuir. Peu après, ce dernier est assassiné. Alexandre est maître de l'Empire perse. Mais il veut poursuivre l'aventure. En 326 avant Jésus-Christ, il arrive sur les bords de l'Indus. À l'été, il affronte le terrible roi Poros et son armée d'éléphants. De nouveau victorieux, le Macédonien veut pousser jusqu'au Gange, mais ses soldats n'en peuvent plus. Alexandre s'arrêtera là. Les connaissances des Grecs sur l'Inde vont s'affiner. Clément d'Alexandrie dit qu'Alexandre aurait rencontré 10 des plus célèbres brahmanes, sages indiens, et aurait posé à chacun d'eux une question précise pour apprécier leur sagesse. Les contacts entre les deux mondes sont facilités par l'installation de Grecs et de Macédoniens dans l'empire d'Alexandre. Le Macédonien a fondé sur son passage de nombreuses cités. La plus orientale de ces cités est Alexandrie d'Opiène sur l'Iphase, la branche la plus orientale de l'Indus. En 323 avant Jésus-Christ, Alexandre meurt à Babylone à l'âge de 33 ans. Les satrapes, gouverneurs, nommés par Alexandre sont remarquables. Mais ceux qui exercent leurs fonctions au sud de l'Hindou-Kush, barrière montagneuse séparant le nord et le sud de l'Afghanistan, se retrouvent isolés et affaiblis suite à la mort d'Alexandre. Vous avez ici les conquêtes d'Alexandre le Grand. Le satrape Sibyrtios, vers 325 vers 315 avant Jésus-Christ, doit affronter un ennemi redoutable. En 321 avant Jésus-Christ, Chandragupta renverse le dernier souverain de la dynastie des Nanda qui règne sur le Magadha en Inde du Nord et fonde la dynastie des Maurya. De 320 à 297 avant Jésus-Christ, date de son abdication, il ne cesse d'étendre son empire. Il conquiert d'abord l'Inde du centre avant de s'attaquer aux territoires sous domination grecque. Les Mauryas reprennent les régions au sud de l'Hindou-Kush. Vallée de l'Indus et Arakosi, le sud-est de l'Afghanistan. Vous avez ici l'Arakosi. Les Macédoniens considèrent ces territoires comme les leurs. Les généraux d'Alexandre se partagent son empire. Séleucos Ier, 358-281 avant Jésus-Christ, satrape de Babylonie, se proclame roi en 305 avant Jésus-Christ. C'est le fondateur de la dynastie des Séleucides. Il hérite des possessions orientales d'Alexandre. Sitôt devenu roi, il entreprend une expédition de reconquête des territoires indiens. Les monnaies émises, où il fait figurer des éléphants,
célèbre son triomphe. Bon, c'est de la com, hein. Le roi macédonien ne parvint à reprendre ni la vallée de l'Indus, ni même l'Arachosie. Il n'a sans doute même pas affronté militairement le souverain Maurya. Le traité entre Chandragupta et Séleucos, signé en 303 avant Jésus-Christ, réglait le sort des provinces situées au sud de l'Hindu-Kush, sur lesquelles le Macédonien reconnaissait la domination indienne. Le traité comportait une clause d'épigamie, c'est-à-dire de reconnaissance de la légitimité des mariages conclus entre des Grecs et des femmes indigènes. Séleucos avait envoyé son ambassadeur Mégasthène à Pataliputra, la capitale de Chandragupta, située dans la basse vallée du Gange. Mégasthène a laissé de son ambassade une relation très détaillée. Ce qui l'impressionna le plus, ce furent les fleuves, immenses, au point que même le Nil, estimait-il, ne pouvait leur être comparé. Il fut le premier à signaler que dans ce pays, les pluies étaient abondantes l'été, contrairement à la Méditerranée, que les fleuves débordent à cette époque, comme le Nil, et inondent les plaines, ce qui expliquerait qu'on ne construise en ces régions qu'en bois. La brique et le torchis sont réservés aux lieux que l'inondation ne peut atteindre. Mégasthène décrit avec une précision remarquable les traits physiques des populations du Sud. Il s'agit des Tamouls qui ont le teint et la chevelure noire comme les Éthiopiens. L'ambassadeur note aussi la division de la population en 7 classes bien séparées, les castes, avec impossibilité d'en changer. Il signale aussi les hommes sans bouche, condamnés à un silence éternel. Ce sont peut-être des adeptes du jaïnisme, qui avaient la bouche couverte pour éviter d'avaler un être vivant par erreur. Mégasthène fut le premier Macédonien à découvrir personnellement l'Inde au-delà de l'Iphasis. Sa relation fut lue par beaucoup d'auteurs anciens, comme Arien de Nicomédie, l'historien d'Alexandre le Grand. Les marchands venus de la Méditerranée, qui ont fréquenté les ports de l'Inde, n'ont pas apporté de démenti sérieux aux écrits de l'ambassadeur. Chandragupta est donc vainqueur. Au nord de l'Hindu-Kush, en revanche, la domination macédonienne se maintint après les conquêtes d'Alexandre. Le propre fils de Séleucos Ier, Antiochos, s'installa à Bactre, en Afghanistan, avec un droit de regard sur l'ensemble des satrapies supérieures, situées à l'est du Tigre. La culture grecque, l'hellénisme, a-t-elle laissé des traces dans ces régions d'Asie centrale et d'Inde du Nord? Alexandre avait laissé 4600 hommes en Arachosie. J'ai déjà parlé des accords de mariage intercommunautaires. Des Grecs voyageaient dans ces régions reculées, mais ils étaient sans doute peu nombreux. De quelles sources disposait-on jusque dans les années 1950 pour écrire l'histoire de l'hellénisme dans l'extrémité est de l'empire d'Alexandre? On avait découvert près de Kandahar, Arachosie, 2 écrits d'Ashoka gravés en grec. Le Maurya Ashoka, petit-fils de Chandragupta, avait régné de 272 à 232 avant Jésus-Christ. Ces édits concernaient la diffusion de la pensée religieuse dont Ashoka s'était fait le propagateur. De nombreuses monnaies faisaient connaître une multitude de rois grecs qui avaient régné sur la Bactriane, la Sogdiane, la Margiane au nord de l'Hindu-Kush ou en Arachosie et en Inde du Sud. Les numismates avaient reconstitué des dynasties, fixé des chronologies relatives. J'y reviendrai. Quelques textes dispersés donnaient des indications. Du côté de l'archéologie, les découvertes étaient minces. Les fouilles n'avaient rien donné à Bactre. Pour résumer, des monnaies, quelques textes, quelques découvertes archéologiques. Wow, c'était maigre. L'hellénisme avait-il été rapidement submergé
par les vieilles civilisations indigènes. Non, une découverte allait tout changer, celle d'Aïkanoum, Damlun, en Afghanistan, en 1963. Vous avez ici la sculpture d'un vieil homme, gymnase d'Aïkanoum, 2e siècle avant Jésus-Christ. Dès 1965, la mission archéologique française, dirigée par Paul Bernard, multiplie les trouvailles. Un gymnase est dégagé, mais aussi un palais, un sanctuaire, un héroïne, tombeau consacré au fondateur. Des édifices construits dans le style du pays, avec des briques cuites au pied des murs et des briques crues au-dessus. Mais des éléments importés signalent le caractère grec du lieu. Des chapiteaux corinthiens, un chapiteau ionique en bois, des mosaïques de galets ailleurs. Les trésors s'accumulent, un masque de théâtre, un disque argenté avec Cybèle sur son char, conduit par des fauves. Et tout à coup, la première inscription grecque, les Maximes des sages, copiées à Delphes et gravées à l'occasion de sa visite en Bactriane par le philosophe aristotélicien Cléarque de Soloï. Également, une dédicace à Hermès et Héraclès, les dieux du gymnase, et des contes en grec dans la trésorerie du palais. Enfin, dans le même édifice, un manuscrit de pièces de théâtre en grec, et même les fragments d'un dialogue philosophique perdu d'Aristote sur les idées. D'un seul coup, apparaissait une ville grecque inconnue, fondée peut-être par Alexandre ou peu après son passage, la première que l'on pouvait fouiller avec précision. Aïkanoum est bâtie sur une terrasse dominant l'Amou Daria et son fleuve de rive gauche, la Kokcha. S'agit-il d'Alexandrie de l'Oxus? La ville est dominée par son acropole triangulaire. Le site est superbe et facile à protéger, puisqu'il suffit d'en barrer l'accès à l'est par un rempart dont le tracé apparaît clairement entre l'Amou Daria et la pointe nord-est de l'acropole. Dès la première moitié du IIIe siècle, les grandes lignes de l'urbanisme en sont fixées. La grande rue est-ouest court au pied de l'acropole. Plus tard, d'autres découvertes en Asie centrale et Arachosie confirmèrent la solidité et la durabilité de la culture grecque dans ces régions. Par exemple, les fouilles effectuées à Kandahar, Alexandrie d'Arachosie, révélèrent l'influence de la communauté grecque de la ville. Vers le milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, un peuple nomade venu du nord, les Parmes, appelés Parthes par la suite, prit le contrôle du plateau iranien. Les régions situées à l'est de l'Iran se trouvaient désormais coupées de la partie occidentale de l'Empire séleucide. Le stratège macédonien de Bactriane, Diodote, fit sécession, par force en quelque sorte, prit le titre royal et fonda en Bactriane un nouveau royaume hellénistique indépendant sur lequel il régna une quinzaine d'années, vers 250, vers 235 avant Jésus-Christ, avant de laisser la place à son fils Diodote II, vers 235, vers 225 avant Jésus-Christ. Le Séleucide Antiochos III, 223-187 avant Jésus-Christ, lança une série d'expéditions contre les Parthes et le royaume bactrien d'Eutydème Ier, vers 225-190 avant Jésus-Christ, pour reprendre le contrôle de tout le pays. Vous avez ici Eutydème Ier, tétradrachme en argent. Les monnaies des rois gréco-bactriens font partie des plus belles monnaies de tous les temps. Antiochos III assiégea Bactre de 208 à 206 avant Jésus-Christ, mais sans succès. Les Parthes et les Grecs d'Asie centrale firent acte d'allégeance et couvrirent le souverain séleucide de cadeaux, mais reprirent leur indépendance de fait dès que celui-ci eut le dos tourné. Antiochos III lui-même reconnut le titre royal à Eutydème Ier et promit la main de l'une de ses filles à son fils Démétrios.
le mouvement d'émigration des Grecs vers l'Asie centrale fut tari. Mais l'hellénisme perdura dans ces régions. Plusieurs souverains grecs se maintinrent en Orient. Ils firent même mieux. À partir de 190 avant Jésus-Christ, ces monarques remirent la main sur des régions situées au sud de l'Hindu-Kush, Arachosie et vallée de l'Indus. Ils pénétrèrent même beaucoup plus loin, allant au-delà des conquêtes d'Alexandre. Ménandre Ier, vers 155 vers 130 avant Jésus-Christ, s'avança jusqu'à Pataliputra sur le Gange. Les rois gréco-bactriens subirent l'attrait de l'Inde. Agathocle de Bactriane, vers 190-180 avant Jésus-Christ, fit représenter deux formes de Vishnu sur ses monnaies, le conservateur ou le dieu protecteur dans le cycle de l'univers. Vous avez ici une pièce bilingue d'Agathocle, représentant les divinités Vasudeva Krishna et Balarama Sankarsana. Légende roi Agathocle en grec au droit et en brahmi au revers. Au Pendjab, Pakistan, Apollodote Ier fit frapper des monnaies carrées. Ces drachmes d'argent, où figurent un bœuf et un éléphant, et datant de la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, portent au droit la légende grecque, monnaie du roi Apollodote Sauveur. Cette légende est répétée au revers en kharoshti, une écriture indo-iranienne en usage au Pendjab. Vers 110 avant Jésus-Christ, un ambassadeur grec du roi indo-grec Antialkides, présent à la cour du roi Bhagabrada de la dynastie Shunga, édifia un pilier à Vidisha. Ce pilier d'Héliodoros marque la dévotion de cet ambassadeur grec pour Vishnu. Est-ce sincérité ou diplomatie? La mixité culturelle apparaît également dans la littérature religieuse indienne. Un texte célèbre, le Milindapana, les questions du roi Milinda, a pour héros Milinda, qui n'est autre que le nom indianisé du roi indo-grec Ménandre Ier, qui régna sur le nord de l'Inde vers 155-130 avant Jésus-Christ. Dans ce texte, rédigé au début de l'ère chrétienne, Milinda est censé s'entretenir de questions diverses, surtout morales, avec le moine bouddhiste Nagasena, probablement parce que Milinda s'est lui-même converti. Vous avez ici un drachme bilingue de Ménandre Ier vers 155 avant Jésus-Christ, en grec et en kharoshti. Déesse Athéna au revers. D'autres noms grecs apparaissent parmi les participants à ces échanges fictifs. Démétrios, Antiochos et deux autres personnages au nom indien mais qualifiés de Yonaka, grec. Plutarque raconte à propos de ce Ménandre qu'à sa mort, les cités du royaume se disputèrent sa dépouille. Un accord fut finalement trouvé par lequel chacune s'engageait à lui élever un monument funéraire en échange d'une part égale de ses restes. Un autre document montre la présence de la culture grecque dans cette région du monde. Il s'agit de la stèle de Sophitos, une inscription en grec découverte à Kandahar, Arachosie, sud-est de l'Afghanistan. Vous avez ici la stèle de Sophitos. Elle est difficile à dater. On penche pour le IIe siècle avant Jésus-Christ. La famille de Sophitos, autrefois influente, a subi des revers de fortune qui ont obligé le jeune homme à fuir. Grâce à l'argent prêté par quelques parents ou relations fidèles, il se livre au commerce. Sophitos atteint son objectif. Enrichi, il rentre chez lui, une joie pour ses amis, et relève la maison et le tombeau de ses ancêtres. Il fait placer cette stèle en forme de bulletin de victoire sur son futur tombeau de son vivant. L'auteur Sophitos, fils de Naratos, porte un nom indien grécisé. Ce jeune notable d'origine indienne témoigne d'une excellente culture grecque. Il fait allusion à l'archer Apollon, le dieu de la lumière conducteur des muses. Culture confirmée dans l'inscription de sa stèle.
Cet épigramme, petit poème, d'une longueur et d'une qualité littéraire exceptionnelle, montre son habileté. Les premières lettres de chaque ligne donnent la signature du texte par Sophitos, fils de Naratos. Sophitos raconte son histoire individuelle originale en grec. Il ne se contente pas d'emprunter des formules toutes faites. Nous ne savons pas s'il possède également une culture indienne. Il n'a peut-être pas renoncé à sa culture d'origine. Il choisit le grec pour étaler sa réussite, peut-être parce qu'elle reste la langue commune aux élites locales. Le grec se répandit au sein des élites indigènes qui s'agrégèrent aux notables des cités, notamment par le biais de mariages mixtes. Ces échanges sont facilités par la présence de puissants souverains grecs. Mais leurs jours dans ces régions sont comptés. En Bactriane, vers 170 avant Jésus-Christ, Eucratides élimina son souverain légitime Démétrios II. Eucratides mourut vers 145 avant Jésus-Christ, assassiné par l'un de ses fils. Une période de troubles s'ouvrit. Des nomades nommés Yuishi en profitèrent pour contrôler le bassin de la Moudaria. C'est à ce moment-là, vers 145 avant Jésus-Christ, qu'Aïkanoum est abandonné. Vers 130 avant Jésus-Christ, les Yuishi se rendent maîtres de toute la Bactriane. Après cette date, la souveraineté grecque se borne aux régions situées au sud de l'Hindu-Kush. À la mort de Ménandre Ier, vers 130 avant Jésus-Christ, son royaume, qui englobait l'Arakosie et l'essentiel du Pendjab, se fractionna. Des rois indo-grecs se maintinrent en Arakosie jusqu'en 70 avant Jésus-Christ et même jusqu'au début de notre ère au Pendjab oriental. À ce moment-là, l'un des 5 groupes des Yuishi, celui des Kushan, unifia l'ensemble des territoires conquis dans un vaste empire. Mais l'influence grecque perdura. Ces mêmes Kushan reprirent les monnayages grecs pour s'en inspirer. Une monnaie d'or du roi Kushan Uvishka, 152-192 après Jésus-Christ, fils de Kanisha Ier, représente à gauche le roi monté sur un éléphant et une légende en caractère grec adaptée à la langue Kushan. À droite, Héraclès à la massue avec son nom en caractère grec Hérakilo. En réalité, Vajrapani, le protecteur du Bouddha, dont Uvishka fut un fervent propagandiste. C'est sous cette domination Kushan que se développa l'art gréco-bouddhique du Gandhara. Vous avez ici Zeus portant son foudre, renommé Vajrapani, le porteur de foudre, aux côtés de Bouddha qu'il protège. 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, l'influence de l'art hellénistique se répercuta dans les monnaies, les sculptures ou les plaques produites en Arakosie du Nord-Est et au Pendjab occidental. Le réalisme des visages, le déhanchement des corps ou les vêtements aux plis verticaux soulignant les formes sont très révélateurs. Des motifs mythologiques, comme Héraclès ou les Néréides, sont en partie mis au service du bouddhisme, dont le Gandhara constitue un des foyers de diffusion. C'est dans ce contexte artistique que sont élaborées les premières images figurées du Bouddha. Le premier exemple sûr se trouve sur le reliquaire de Bimaran, extrême est de l'Afghanistan, près de Jalalabad. Haut de 7 cm et daté du début de l'ère chrétienne, il est inspiré d'épiques sites grecs. Bouddha, entouré de Brahma à gauche et d'Indra à droite, porte le manteau grec affectant le plissé d'une draperie mouillée. Le style réaliste, la moustache et le mouvement des corps dénotent l'influence hellénistique. Plusieurs modèles de représentation du Bouddha sont élaborés à cette époque, dont le Bodhisattva pensif, qui sera diffusé jusqu'en Chine, en Corée et au Japon. Mais les relations directes entre le monde grec et l'Inde
ne se sont pas arrêtés à la chute des royaumes indo-grecs. De nombreux marchands prenaient la mer pour s'approvisionner en poivre. Vous avez ici un voilier de commerce romain, mosaïque de la place des corporations à Ostie. Nous pouvons même remonter au temps de l'Égypte pharaonique qui connaissait les produits indiens. Ces relations seront réactivées suite à l'installation d'une dynastie grecque à Alexandrie. En 305 avant Jésus-Christ, Ptolémée Ier, général d'Alexandre, se proclame roi. Il fonde la dynastie des Ptolémées qui régnera sur l'Égypte pharaonique jusqu'en 30 avant Jésus-Christ, année de la mort de Cléopâtre. Les navigateurs indiens abordent son royaume. Des céramiques rouletées, produites près du delta du Gange, ont été retrouvées par les archéologues à Béréniké, sur la côte égyptienne de la mer Rouge. Les navires grecs abordant l'Inde semblent plus nombreux à partir de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Ptolémées créent un agent royal de haut rang. L'épistratège de la mer Érythrée et indienne témoigne d'un engagement croissant et d'un souci d'assurer la sécurité des navires marchands dans cet espace. Cette intensification des échanges semble liée à une meilleure maîtrise des vents. Les marins indiens, comme ceux d'Arabie du Sud, connaissaient le système des vents avant les Méditerranéens et naviguaient sans difficulté entre l'Inde, la mer Rouge et la côte orientale de l'Afrique. Le rêve des Grecs est de se libérer de ces intermédiaires que sont ces marins indiens ou arabes pour atteindre l'Inde par leurs propres moyens. Sans doute fruit de l'expérience de générations de marins, ce rêve se réalisa vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, quand les Grecs comprirent qu'un vent de sud-ouest nommé Iphalos ou Ipalos dominait de juin à septembre et qu'un vent de nord-est régulier soufflait de novembre à la mi-janvier. Pline l'Ancien, mort en 79 après Jésus-Christ en contemplant l'éruption du Vésuve, précise qu'il faut quitter les rivages de l'Inde en décembre, et en tout cas avant la mi-janvier, pour profiter des vents qui poussent les navires en direction de l'Arabie et de la mer Rouge, de manière à arriver dans les ports d'Égypte en février-mars. Pline marque des étapes dans l'usage de ce vent. Vous avez ici les voyages en Inde. Je ne sais pas si on voit bien. Dans un premier temps, on l'utilisa pour se rendre depuis l'Arabie du Sud et le cap Cyprus, ici, sur la côte de la Scythie, c'est-à-dire la côte de part et d'autre du delta de l'Indus. Il mentionne Patal, capitale de la basse vallée du fleuve, dont dépend le port de Barbaricone. Plus tard, du même point de départ en Arabie du Sud, les navires romains allèrent sur la côte du Décan à Zigérus. Enfin, plus tard encore, les navires romains se rendirent directement au sud, partant d'Océlis, au débouché du détroit de Bab el-Mandeb, jusqu'à Mousiris au Kerala, à la pointe sud de l'Inde. C'est là que se réalisaient les plus gros profits avec achats directs auprès des producteurs, poivre du Kerala et perles du Sri Lanka. Les marchands pouvaient faire un aller-retour par an. Au retour en Égypte, les navires n'accostaient pas à Myosormos, qui bénéficie pourtant d'un passage rapide vers le Nil, mais à Béréniké, situé beaucoup plus au sud et éloigné de la vallée. Cela s'explique par le régime des vents en mer Rouge. La navigation devient difficile dès que l'on dépasse en venant du sud le 20e degré nord. Alors que les vents soufflent alternativement du sud-est et du nord-ouest dans la partie sud de la mer, au nord de cette ligne, ils soufflent constamment du nord-ouest. Il faut donc soit remonter à la rame, soit naviguer contre le vent en louvoyant. De plus, nombre de bas-fonds et de rochers à peine immergés
encombrent la proximité immédiate des côtes et interdisent toute navigation nocturne. Conséquence de l'intensification des échanges, les connaissances géographiques progressent. Pline tient ses renseignements de marchands. Ptolémée, vers 100 à 180 après Jésus-Christ, cite expressément comme de bons informateurs ceux qui naviguent vers l'Inde, qui seuls apportent des éléments nouveaux de connaissance. L'auteur du périple de la mer Érythrée, peut-être écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, connaît bien les ports de l'Inde et les royaumes dans leurs grandes lignes. Il cite naturellement les ports de Barbaricone et de Barigaza entre le delta de l'Indus et le nord de la péninsule. Puis il atteint le sud et atteint le Kerala. Viennent alors Nora et Tindis, et puis Mousiris et Nelsinda. Mousiris, du royaume de Keprobata, est le port principal. Il est relié à une foule de ports secondaires et de villes de l'intérieur qui lui fournissent des marchandises à exporter. Des fouilles conduites à Patanam, une dizaine de kilomètres plus au sud, ont livré des pièces romaines, mais surtout une abondante céramique romaine, amphores, lampes, céramiques sigillées. Les navires grecs et romains poussent parfois plus au sud. Ils dépassent le cap Comorin, qui marque le point le plus méridional de la péninsule indienne et longe la côte orientale du Décan. Certains s'arrêtent au Sri Lanka, grand producteur de poivre noir. Pline donne une description assez fournie de cette île. Il indique que la principale ville, la ville royale Palaesimundum, se situe sur la côte sud. Les navires romains remontent jusqu'à Padoue, à proximité immédiate de Pondichéry, qui s'est révélé l'un des plus importants centres du commerce avec l'Occident. Padoue a livré des tessons de céramique sigillés marqués ITTA, signature de Publius Attius, actif vers 1116 après Jésus-Christ en Italie. Très peu de navires occidentaux s'aventurent au-delà, même si certains voyagent jusqu'au Gange. Les connaissances transmises par le périple ou par Pline sur les ports ou les villes situées plus au nord sont moins précises et fournies que pour d'autres régions de l'Inde, témoignant sans doute d'une connaissance indirecte. Dans les régions où les relations directes sont continues, les échanges commerciaux sont importants. Deux auteurs d'époque impériale s'en font l'écho. Pline l'Ancien, au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, regrette que l'Empire romain se vide de son or chaque année pour acheter des produits exotiques. Il n'y a pas d'année où l'Inde n'enlève à l'Empire romain moins de 50 millions de sesterces, près de 50 tonnes d'argent fin. Un légionnaire gagnait 900 sesterces par an. L'Inde nous expédie en retour des marchandises qui se vendent chez nous au centuple. Il vise probablement la soie transitant par l'Inde et importée massivement pour satisfaire les goûts de luxe des femmes romaines. Vous avez ici de riches romaines portant un châle de soie chinoise. Détail de la fresque de la Villa des Mystères, Pompéi. Un siècle plus tard, en 144, Aelius Aristide donne dans son éloge de Rome, se félicite quant à lui que par sa puissance, Rome permette à ses habitants de disposer des produits de la terre entière. Les navires de charge apportent de partout toutes ces productions ici même chaque année à la belle saison, comme au retour de l'automne. Et la ville Rome est semblable à un marché commun à toute la terre. Les cargaisons venues de chez les Indiens, on peut les voir ici en si grande quantité que l'on peut s'imaginer qu'il ne reste plus chez eux que des arbres dépouillés et que s'ils veulent se procurer leur propre production, ils doivent venir les mendier ici. Les échanges entre Rome et l'Inde sont-ils si importants? Oui, Strabon, qui est bien renseigné, estime qu'environ 120 navires par an voyageaient des côtes de l'Empire romain vers l'Inde chaque année au temps d'Auguste. 27 avant Jésus-Christ,
14 après Jésus-Christ. 70% des monnaies romaines en argent, deniers, et 90% des monnaies en or, auréi, ont été trouvées dans des trésors provenant du sud et surtout du sud-ouest de l'Inde. La plupart de ces espèces ont été frappées du règne d'Auguste à celui de Néron. 27 avant Jésus-Christ, 68 après Jésus-Christ. Les amphores venus de la Méditerranée apportaient en Inde du blé, du vin, de l'huile et parfois du garum, sauce de poisson. Des produits destinés au milieu aristocratique. Ces importations étaient aussi destinées aux marchands occidentaux que les sources indiennes nommaient d'un terme générique, les Yavanas, Ioniens, même si beaucoup ne sont pas grecs. Le périple de la mer Érythrée dit qu'un temple à Auguste avait été édifié sur la côte orientale du Décan pour ces marchands occidentaux. Strabon se plaint que ces marchands sont des gens incultes qui ne servent pas à grand-chose pour mieux comprendre l'Inde. Mais ces gens-là ne sont pas géographes et prennent de grands risques. Bon, après tout, si Strabon n'est pas content, il n'a qu'à faire le voyage. Les marchands occidentaux vivant en Inde faisaient le commerce de produits rares ou inconnus en Méditerranée, épices, pierres précieuses, notamment le béryl, et soieries provenant du pays des cerfs, mais transitant par l'Inde. Petite parenthèse, les cerfs ne sont pas des Chinois, mais des Indo-Européens vivant sur les marges occidentales de la Chine. À Barbaricone, le grand port près des bouches de l'Indus, les navires apportent une grande variété de vêtements, du corail de la Méditerranée, de l'encens, de la vaisselle de verre, d'argent et d'or et du vin. Vous avez ici un verre peint de Begram, retrouvé en Afghanistan, 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, représentant un gladiateur, originaire de Syrie ou d'Alexandrie, au musée Guimet. Alors que s'exportent des aromates, de la soie, du coton, de l'indigo et des pierres précieuses, comme la turquoise ou le lapis-lazuli qui provient de gisements afghans. Ces ports sont de véritables entrepôts qui reçoivent et redistribuent pour de larges zones. Du corail de Méditerranée a été retrouvé en Indochine. Les sommes en jeu sont si importantes que le roi de Pandion n'hésite pas à faire la guerre à celui de Mousiris pour tenter d'avoir le monopole du commerce avec les Yavanas pour Bécarré. Un papyrus publié en 1985 confirme l'importance de ces montants. Le navire Hermapollon, placé sous le double patronage du dieu du commerce et de celui qui commande au vent, fit la route entre 126 et 175 après Jésus-Christ, entre Mousiris et la côte de l'Égypte. La plus grande partie de la cargaison était constituée de poivre, mais le navire transportait aussi de l'ivoire en grande quantité. 167 défenses d'éléphants pesant plus de 3 tonnes, sans compter des morceaux de défense pour un peu plus d'une demi-tonne, des écailles de tortue et du nard du Gange. La cargaison totale peut être évaluée à 7 millions de sesterces, près de 6 tonnes d'argent. Une somme colossale quand on sait que la fortune minimale pour pouvoir faire partie de l'ordre sénatorial était de 1 million de sesterces. Le prix du poivre n'est pas très élevé, signe qu'il est devenu un produit courant. L'ivoire, en revanche, est un produit de luxe. Même les morceaux se vendent très cher. Le document montre que les Romains n'accédaient pas encore, ou difficilement, aux éléphants d'Éthiopie ou d'Afrique orientale. Avant la fin de l'Antiquité, la situation changera et l'ivoire deviendra plus banal. Les découvertes archéologiques faites dans les principaux ports égyptiens de la mer Rouge comme Béréniké confirment les sources écrites. Noix de coco, bois de santal, poivre, riz, pierres fines comme le béryl ou le jade, ne pouvant provenir que de l'Inde, s'y trouvent en quantité substantielle.
En définitive, Pline a-t-il raison de s'inquiéter de la fuite de l'or? On l'a vu, les échanges commerciaux avec l'Inde sont importants. Les aristocrates romains sont gagnés par la fièvre du luxe à partir du règne de Tibère, 1437 après Jésus-Christ. Selon Pline, ce goût de l'ostentation conduirait l'Empire à perdre 50 millions de sesterces chaque année au profit de l'Inde. Mais comparé à la fortune de certains sénateurs romains, ces 50 millions ne représentent pas une somme colossale. Lollia Paulina, l'épouse de Caligula, portait sur elle pour 40 millions de sesterces de bijoux hérités de ses ancêtres lors d'une simple cérémonie de fiançailles. 38 tonnes d'argent fin. De plus, une grande partie des 50 millions de sesterces dépensés par l'aristocratie romaine en soieries, poivre ou pierres précieuses n'atterrissaient pas dans les poches des Indiens. Ce coût tient bien plus aux frais de transport, aux bénéfices des armateurs et aux droits de douane imposés par Rome, 25%, qu'au prix d'achat en Inde. Soulignons aussi que les navires romains ne partent pas en Inde les cales vides. Les Indiens, eux aussi, recherchaient des produits de luxe de la Méditerranée, comme le corail ou le vin. Le déficit commercial de l'Empire romain avec l'Inde ne devait pas être si élevé. En réalité, Pline réagit en moraliste. Il est horrifié par le luxe effréné de l'aristocratie romaine qu'il accuse de ruiner l'État. Mais les échanges avec l'Inde ne sont pas que commerciaux. Les ambassades réciproques se multiplient. Dans l'Antiquité, il n'existait pas d'ambassade permanente auprès des États étrangers. On envoyait des hommes de confiance chargés de messages. Auguste reçut 4 ambassades indiennes, dont une tamoule du royaume nommé Pandya. On connaît ensuite, venant de diverses régions de l'Inde, des ambassades envoyées à Claude du Sri Lanka, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux, Septime Sévère, Élagabal, Aurélien, Constantin, Constance II, Julien et Justinien. Je vous ai lu le récit de Strabon sur l'ambassade indienne envoyée par Poros pour Ava à Auguste en 13 après Jésus-Christ, que Nicolas de Damas a rencontré à Antioche de Syrie. Un rare témoignage direct de l'une de ces ambassades. Pline raconte qu'un affranchi d'une célèbre famille engagée dans la perception des taxes romaines aux frontières de l'Égypte fut un jour emporté par un coup de vent violent loin des côtes de l'Arabie où il naviguait. Après avoir dérivé durant une quinzaine de jours, il arriva à Taprobane au Sri Lanka, où il fut bien accueilli par le roi du pays. Le roi fit part à l'affranchi de son admiration pour l'Empire romain. L'empereur devait être particulièrement épris de justice, puisque ces monnaies, quoiqu'elles portent les portraits de différents empereurs, pesaient toujours le même poids et avaient donc une valeur fixe, ce qui tranche avec les habitudes indiennes où régnait l'anarchie en ce domaine. C'est pour cette raison que le roi de Taprobane décida d'envoyer une ambassade à l'empereur du moment, qui était Claude, 41-54 après Jésus-Christ. Celle-ci était conduite par un certain Rachias. Pline a certainement confondu le titre et le nom. Le mot Ratia désigne au Sri Lanka l'administrateur d'une circonscription territoriale, Rata. Mais des ambassades peuvent aussi être menées dans un but stratégique. Vous avez ici un dinar en or de Vasudeva II. Le roi Kushan Vasudeva II, en 260 après Jésus-Christ, aurait proposé son alliance aux Romains pour prendre les Perses sassanides à revers et tenter de délivrer l'empereur Valérien, fait prisonnier par Chapour Ier en 259. Lors du triomphe d'Aurélien célébré à Rome en 274, le même souverain envoie des cadeaux de félicitations. Qu'en attend-il en retour? Un peu plus tard, en 283, l'empereur romain Carus
parvint à conduire une expédition jusqu'à Ctésiphon en Irak, région sous domination sassanide. Au même moment, Vasudeva soutient une dynastie concurrente de l'empereur sassanide à l'est de l'Empire perse. Opération combinée ou effet du hasard. Notons que Kanishka III, le père de Vasudeva, avait pris le titre de Caesara, dérivé du latin Caesar. Ces ambassades sont-elles à l'origine des connaissances intellectuelles sur le monde indien? Hippolyte de Rome rédigea vers 230 une réfutation de toutes les hérésies. Il tire des informations d'une communauté qu'il place dans la vallée du Tungavena, sur la côte occidentale du Décan. Il expose, avec des notions grecques, la doctrine des brahmanes. Et il le fait avec une précision remarquable. Bardessan Dédès mentionne l'existence en Inde d'une grande statue divine, masculine dans sa moitié droite et féminine dans sa moitié gauche. Il tiendrait ces informations d'une ambassade indienne en route pour rencontrer l'empereur Elagabal. Bouddha lui-même n'est pas inconnu. Saint Jérôme pense que Bouddha est le fondateur des gymnosophistes et qu'il est né du flanc d'une vierge, version à peine déformée de la tradition indienne qui le fait naître par le flanc du sein de sa mère. Non pas vierge, elle est l'épouse d'un roi, mais adepte de la continence depuis un certain temps. Les échanges culturels et économiques avec l'Inde vont néanmoins diminuer à la fin de l'Antiquité. Le commerce avec l'Inde s'est poursuivi aussi longtemps que Rome a eu les moyens de financer ses achats. Lors de la prise de Rome par Alaric en 410, les Romains lui offrirent entre autres 3000 livres de poivre noir. Néanmoins, le ralentissement du commerce avec l'Inde est manifeste à partir du IIIe siècle. C'est l'époque où Rome entre en crise. La Chine des Han s'effondre elle aussi sous le coup de révoltes internes. En Inde, Chandragupta Ier accède au trône en 320 après Jésus-Christ et fonde la dynastie des Gupta. L'empire Gupta, stable jusque vers 450 après Jésus-Christ, devient alors la première puissance mondiale. On assiste alors à un basculement du commerce indien vers l'Est, en direction de l'Indonésie, des péninsules malaises et indo-chinoises, et à travers elles vers la Chine. L'Inde et le Sri Lanka exportent jusqu'en Chine perles, sucre et cotonnade. Sur le plan culturel, on assiste à une indianisation des sociétés du sud-est asiatique, observable aussi bien dans l'écriture que dans la diffusion du bouddhisme dans l'actuelle Thaïlande, en Indonésie, au Cambodge et au Vietnam. L'océan Indien reste toutefois familier aux Méditerranéens jusqu'à la fin de l'Antiquité. Les élites grecques et romaines éprouvaient une vraie curiosité pour les mondes extérieurs, qui semble culminer au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais il y a toutefois des limites. On a retrouvé à Pompéi une statuette indienne en ivoire représentant un yakshini, un esprit féminin de la nature. Vous avez ici la statuette indienne de Pompéi. Les découvertes de pièces originaires d'autres cultures que celles de la Méditerranée sont rares dans le monde gréco-romain et ne donnent pas lieu à des innovations ou à des adaptations telles que l'on peut l'observer en Inde du Nord avec l'art du Gandhara. Inversement, la documentation littéraire ou épigraphique indienne n'a pas fourni sur l'Occident l'équivalent de ce que nous apprennent les auteurs grecs et latins sur l'Inde. On ne connaît pas grand-chose en Inde de la pensée grecque. L'expédition d'Alexandre n'a laissé aucune trace dans la littérature indienne en son temps. Il est toutefois un domaine où l'Inde doit beaucoup aux Grecs. C'est celui de l'astrologie et de l'astronomie, probablement arrivé en Inde par l'Égypte romaine. Nombre de termes
employés par les spécialistes indiens de la discipline, transcrivent des termes grecs. Malgré les échanges, nous restons tributaires d'une vision méditerranéocentrée de l'histoire.